je voudrais devenir une légende de ce sport, en fait, qu'on se souvienne de Manon Fiorot comme de Georges St-Pierre. Je voudrais qu'on se souvienne d'une performance quasi parfaite avec un finish à la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback. Aujourd'hui, on va remonter le temps avec Manon Fiorot. Avant de briller dans la cage, elle a connu la douleur, le doute et surtout la transformation. On va revenir sur ces moments qui ont forgé une carrière, une vie, une quête. Donc si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières publications. Let's go! Ton combat contre Valentina Shevchenko approche. Tu es à 7 victoires, invaincu à l'UFC. Quand tu repenses à ton parcours, est-ce que tu réalises? Oui, je réalise. Après, je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête. Donc d'un côté, ça me paraît logique parce que c'est ce que je voulais et j'y suis. Mais c'est vrai que quand je repense à tout ce qui s'est passé depuis, ça fait bizarre. Je me dis ça y est, on est enfin quoi. Mais après, j'étais préparée pour ça. Quand Dana White a sous-entendu un possible combat contre Zhang Weili contre Valentina Shevchenko à ta place, comment tu l'as vécu? Alors c'est un peu compliqué parce que nous on savait déjà, on parlait avec l'UFC, donc en fait je savais que j'allais avoir ce combat contre Valentina. Pour moi c'était clair. Mais c'est vrai qu'à force que les médias en fait reparlent de ça et tout, moi-même je commençais à douter si c'était sûr parce que j'avais quand même pas signé le contrat. Bien sûr. Donc j'avais toujours quelques doutes, mais bon après on était confiants et puis mon équipe était confiante, donc elle me disait qu'il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que moi-même j'ai eu un petit doute au bout d'un moment. Le doute s'est instauré, ouais, parce que c'est vrai qu'avec les médias et l'abattage médiatique, c'était plus les médias que l'UFC en fait qui poussaient ce combat. Ouais. Est-ce que tu penses d'ailleurs que les médias jouent un rôle mentalement dans tout ça pour un athlète? Est-ce qu'ils peuvent perturber peut-être l'athlète dans sa préparation avec peut-être des rumeurs ou des choses comme ça? Oui, je pense que c'est possible. Après, voilà, nous on le sait en tant qu'athlète et il faut savoir faire abstraction de ça. Dans quel état d'esprit tu es? Là, je me sens bien. Le camp est pratiquement terminé. Tous les sparring durs sont terminés. Je me sens super bien. J'ai fait un des meilleurs camps de ma vie. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessure. Je vois que j'ai encore progressé dans tous les domaines. Donc, je me sens bien et à 100% de mes capacités pour le combat. Morgan Charrière nous disait que les plus grosses blessures, c'était avec les sparring. Est-ce que tu le rejoins complètement? Oui, complètement, surtout pour ce camp-là, parce qu'on a fait vraiment venir des sparring différents d'habitude et surtout des filles vraiment très fortes dans chaque discipline. Donc chaque semaine, je savais que c'était la guerre et qu'il y avait toujours des risques de blessures et que moi, la fatigue s'accumulait en fait de semaine en semaine et il y avait des sparring nouveaux qui arrivaient, des filles qui étaient fraîches et voilà, il fallait arriver à gérer tout ça et voilà, maintenant c'est fait, on y est, tout est passé, maintenant il n'y a plus qu'à perdre le poids et voilà. C'est une étape assez compliquée, on voit beaucoup d'athlètes avoir du mal avec ce cutting. Est-ce que toi, comment tu gères ça? Maintenant on le gère de mieux en mieux, c'est vrai qu'au début c'était compliqué, mais avec le temps, maintenant tout est réglé en fait parfaitement, je sais à quel moment je dois faire ce poids-là, je sais ce que je dois manger, j'ai une nutritionniste, j'ai toute une équipe en fait maintenant autour de moi, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et après je sais que j'ai toujours le fait poids, j'ai jamais loupé une pesée, donc ça reste une épreuve compliquée, mais voilà, maintenant on le gère à la perfection. Et d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que tu te dis peut-être un jour monter en catégorie? Je pense que je vais le faire, mais après c'est pas par rapport au fait de plus avoir envie de perdre le poids ou quoi, c'est vraiment juste pour entrer dans la légende et avoir 2 ceintures. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un peu le rêve de tous les athlètes d'avoir 2 ceintures. Depuis que Conor McGregor a eu ses 2 ceintures, tous les athlètes ont cette envie-là et donc c'est quelque chose que tu aimerais faire. Ouais, j'y pense, mais après, pour l'instant, je reste vraiment focus sur mon combat pour l'instant. Ouais, sur la première ceinture. Ouais. Tu portes un peu le MMA français sur les épaules pour ce combat. Est-ce que c'est un honneur pour toi ou un peu une pression supplémentaire? Les deux. Enfin, je pense que c'est plus un honneur, à vrai dire. Là, j'y pense pas. C'est pas quelque chose auquel je pense. En fait, je suis vraiment concentrée sur mon combat, sur la ceinture. Et je pense que je réaliserai ça plus après mon combat. Plus jeune, tu aurais pu faire carrière dans le snowboard après avoir été championne de France. À quel moment tu t'es dit, ok, c'est les sports de combat qui vont dessiner ma vie? Alors c'était compliqué parce que quand je faisais du snowboard, en fait, j'étais en internat quand j'ai commencé au collège. Et en fait, mes parents, ils habitaient pas dans une station. Donc c'était compliqué pour moi de m'entraîner en fait le week-end et tout. Je pouvais m'entraîner quand j'étais au collège. Mais après, c'était compliqué. Et surtout, il y a eu des blessures. Je me suis cassé 2 fois les 2 avant-bras. Beaucoup de traumatismes crâniens. Et beaucoup de grosses blessures. Et c'était compliqué après
du fait que mes parents n'habitaient pas dans une station, de pouvoir continuer l'entraînement surtout. D'accord. Justement, raconte-nous ce jour où tu te blesses et où tout bascule avant les mondiaux de karaté. Alors là, oui, c'était un karaté et en fait, j'ai enchaîné, puisque le karaté n'est pas professionnel, donc ça veut dire que j'avais un emploi à côté. Et en fait, mes journées, elles étaient vraiment très chargées. Je travaillais le matin, je me levais à 4 heures. Je travaillais dans une grande surface où je faisais de la mise en rayon jusqu'à 11 heures du matin ou midi. Après ça, j'enchaînais avec l'entraînement de karaté, le premier entraînement de karaté. Et l'après-midi, je faisais une petite sieste. Et l'après-midi ou le soir, je faisais mon deuxième entraînement de karaté. Et je pense qu'en fait, il y a un entraînement, j'étais souvent très fatiguée à l'entraînement du fait des journées assez chargées. Et il y a un entraînement où tout simplement, en fait, je mets un coup de pied, je retombe et en fait, je me casse le ligament croisé et le ménisque, donc le genou complètement mort. Et voilà, c'était juste, je venais de me qualifier du coup en équipe de France et j'allais participer aux mondiaux, c'est ça. Comment tu l'as vécu personnellement l'annonce que tu ne pourrais pas participer au championnat, mentalement, c'était dur ou est-ce que tu avais déjà un mental de guerrière, pardon, et à cette époque, c'était quand même très compliqué parce que je vivais pas non plus de ce sport. Mon métier me demandait aussi d'avoir toutes mes compétences physiques. Donc je savais que j'allais être en arrêt de travail, que je pourrais plus pratiquer mon sport et voilà, c'était vraiment mon seule et unique chance. Donc non, derrière, je pense que j'avais pas encore ce mental parce que c'était vraiment compliqué. Et au début, ça a été une grosse remise en question sur savoir ce que j'allais faire après, ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Très bien. Si tu avais participé à ces championnats, est-ce que tu crois que ta vie aurait quand même pris cette direction aujourd'hui ? Non, je pense pas. Je pense que ça aurait pris une toute autre direction. Mais après, je pense aussi que les choses arrivent pour une bonne raison. Et c'est ce que j'ai vu après. J'ai compris plus tard en fait pourquoi cette blessure elle était arrivée à ce moment-là. Et maintenant, je suis contente. Ouais. Après cela, tu as directement basculé vers le Muay Thai et le kickboxing. Ou est-ce que ça a pris un peu de temps pour accepter un peu ce nouveau chemin ? Ça a pris un peu de temps. Au début, j'ai voulu recommencer un karaté. Et en fait, après cette blessure, j'avais vraiment de grosses douleurs au genou. Et j'arrivais plus à pratiquer ce sport, en fait, puisque le karaté, on est vraiment sur des appuis, on sautille un peu dans tous les sens. Et en fait, sur tous ces mouvements, j'avais de grosses douleurs au genou. J'arrivais plus à m'entraîner comme je voulais, j'arrivais plus à performer. Et en fait, dans ma salle de karaté, il y avait aussi des entraînements de boxe thaï, de kickboxing. Et j'ai commencé du coup à essayer un peu cette sorte de sport de combat où les appuis, on sautillait moins en fait, et je sentais que j'étais plus à l'aise, j'avais moins mal aux genoux en pratiquant ce sport-là. Okay. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai commencé petit à petit à me tourner vers la boxe. Quand tu es rentré dans la cage la toute première fois et que tu as commencé à utiliser les coudes, les genoux, à mixer un peu tous ces arts martiaux, tu as ressenti quoi la première fois ? C'était quelque chose de nouveau. Après, quand j'ai commencé le MMA, il n'y avait pas encore les coudes et les genoux puisque j'ai d'abord commencé en amateur. Donc il y avait encore des protections et il n'y avait pas les coups de coude et les coups de genoux. Mais j'avais l'habitude parce que j'avais déjà combattu aussi en boxe thaï et moi je me sentais beaucoup plus libre en fait, je pouvais faire ce que je voulais et je me sentais mieux en fait, plus à l'aise. On te surnomme The Beast. Pourquoi avoir choisi ce surnom ? C'est pas moi en fait qui l'ai choisi, on me l'a donné. Je pense que c'est du fait de mes combats, surtout avant que je signe à l'UFC, je terminais 90% de mes combats. J'avais un style qui était assez agressif. Et voilà, c'est un surnom qu'on m'a donné, c'est pas moi qui l'ai choisi. Si tu devais en choisir un aujourd'hui, ça serait quoi ? Non, moi j'aime bien The Beast. T'aimes bien The Beast ? Ouais, j'aime bien. Okay. Avant de monter dans l'octogone, est-ce que tu as une habitude ? Est-ce que tu as un porte-bonheur, une phrase que tu te répètes avant de monter dans l'octogone ou tu y vas vraiment franco ? Non, quand je monte dans l'octogone, en fait, je pense juste à toute la préparation qui a été faite avant, où j'ai beaucoup souffert. Et je pense surtout à mon papa aussi qui est décédé. Et je lui demande de m'aider, de me donner de la force pour le combat. Tu sais, Jean-Claude Van Damme disait dans une interview que les gens te diront dans la vie que c'est impossible, que tu es trop loin, que tu rêves trop grand, et qu'il appelle ça les bruits du monde, et qu'il faut apprendre à se recentrer sur soi-même, à ne pas les écouter. Est-ce que toi aussi, à un moment donné dans ta carrière, tu as dû apprendre à faire ce silence autour de toi pour continuer d'avancer ? Oui, complètement. Surtout quand j'ai commencé le MMA, c'était même pas légalisé en France. Et moi, je disais que j'allais en vivre et que j'allais devenir une championne. Donc forcément, personne croyait en ça. C'était même pas encore légalisé. Donc voilà. Quand les lumières s'éteignent et que les interviews sont finies, comme celle d'aujourd'hui,
Qui est Manon Fiorot dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu arrives à garder une part de toi loin du MMA, loin de la compétition? Oui, je pense que dans la vie de tous les jours, je suis complètement différente en fait de l'athlète que je suis ou de la combattante que je suis. Moi, je suis quelqu'un vraiment de cool en fait. Je me prends pas la tête. J'aime pas forcément le conflit, tout ça. Enfin, je pense que ça n'a rien à voir avec ma personnalité hors de la cage. Oui, c'est vrai, parce qu'on pourrait croire qu'un athlète, forcément, on donne cette image de combattante, guerrière, alors que dans la vraie vie, c'est tout autre chose. Ouais, dans la vraie vie, je pense que c'est complètement l'inverse. En fait. Quand tu vois ton parcours, est-ce que tu ressens déjà peut-être l'envie un jour de transmettre ce que tu as appris, de former, de coacher ou d'inspirer? J'y pense des fois. Après, je sais pas si je serais un très bon entraîneur. Parce que en fait, je m'impose beaucoup de rigueur et de discipline. Et en fait, j'ai du mal quand les gens font pas la même chose, entre guillemets. Donc, t'es pas pédagogue? Ouais, je pense pas. J'aurais du mal en fait. Il faudrait vraiment quelqu'un qui me ressemble, qui ait la même personnalité que moi et la même envie de travailler. Le MMA, ça reste encore un monde assez très masculin. Est-ce que tu ressens quelque part que tu ouvres un chemin pour d'autres femmes en France? Oui, je pense et surtout j'espère. J'espère. C'est vrai qu'en France, ça reste encore un peu plus compliqué, surtout chez les femmes. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert. J'ai l'impression, enfin, ils ont plus l'habitude de ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est encore un peu plus compliqué. Mais voilà, j'espère qu'avec sa ceinture, ça va ouvrir à plus de femmes ou de filles qui veulent pratiquer ce sport-là. Est-ce que tu as un message pour toutes les jeunes filles qui te regardent et qui aimeraient suivre ton parcours? D'y aller. En fait, quand on travaille dur, on peut arriver à tout, dans n'importe quoi, dans n'importe quel sport. C'est juste, ça se passe juste dans le mental, quoi. C'est vrai, parce que Morgan Chagal nous l'évoquait aussi, c'est compliqué, c'est comme gérer une société. Au niveau financier, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Il faut payer ses coachs, il faut payer son équipe. Donc il faut vraiment, est-ce que toi tu te dis vraiment je vais jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui peuvent peut-être flancher en cours de route. Est-ce que toi tu as un message plutôt positif à cet égard? Mais je pense que si on se donne les moyens, en fait, on peut arriver à tout. Après, il faut pas se poser trop de questions non plus. En fait, les choses, elles arrivent si elles doivent arriver de toute façon. Et c'est vrai que moi, je me pose jamais trop de questions. Je suis concentrée, j'essaye de tout faire autour de moi pour que ça se passe bien. Et après, on verra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des modèles dans un monde qui leur semble incertain et certaines fois pas souvent les bons, à cause parfois des réseaux sociaux. Est-ce que toi, à travers ton parcours, tu as envie d'envoyer un message, un repère à cette génération-là, cette nouvelle génération? Ouais, carrément. J'ai envie de montrer que voilà, on peut y arriver sans tous ces réseaux sociaux, voilà, juste en travaillant dur, en fait, en étant soi-même. Et voilà, avoir des rêves et tout faire pour réussir, c'est tout. Si ce combat du 10 mai devenait ton nouveau flashback, tu voudrais qu'on se souvienne de quoi? Je voudrais qu'on se souvienne d'une performance quasi parfaite avec un finish à la fin. Parce que tu es sur 5 décisions. Ouais. Est-ce que tu aimerais là marquer le coup, vraiment montrer à tout le monde, gagner la ceinture, mais avec la manière? Oui, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais vraiment gagner cette ceinture avec la manière, mais je ne suis pas focus sur ça. En fait, je suis focus de gagner ce combat, mais idéalement, si tu me demandes, bien sûr que j'aimerais finir ce combat. Très bien. On te le souhaite en tout cas. Si tu pouvais dire une chose à la Manon de 2014, allongée sur le tapis, blessée, privée des mondiaux, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je dirais que les choses, elles arrivent pour une raison, c'est tout. Quand on évoquera le nom Manon Fiorot dans 10-20 ans, tu voudrais laisser quelle empreinte? Je voudrais devenir une légende de ce sport, en fait, qu'on se souvienne de Manon Fiorot comme de Georges St-Pierre. Merci Manon d'avoir partagé avec nous ces fragments de ton histoire, parce que parfois un flashback ne raconte pas seulement le passé, il éclaire aussi l'avenir. Chaque parcours est façonné par un instant clé. Aujourd'hui, Manon Fiorot nous a rappelé qu'une chute pouvait devenir l'élan d'une vie entière. Si vous aussi vous avez vécu ce moment qui a tout changé, ce tournant gravé à jamais dans vos mémoires, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Et pour continuer à suivre ces histoires fortes, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites grandir cette aventure avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps, un nouveau flashback.